¿Cuál sería tu sueño como profesional? Ganar Roland Garros y Wimbledon. C'est un prodige qui va monter sur le trône du tennis mondial. And it is a massive day in the young career of Carlos Alcaraz. Peut-être le digne héritier de Rafael Nadal ici, en tout cas il s'offre sa première finale. Boy, you never give up, man. Jesus Christ. Bon, le tennis c'est rapide, physique, mental. Wow. Ça dure longtemps. Très longtemps. C'est éprouvant en Ivias, je l'avoue, vous le savez, il existe un trio qui domine tout. La simple évocation du mot tennis nous fait penser à ce règne qui perdure maintenant depuis 2003 avec l'arrivée de l'aîné du groupe ou si vous voulez, du premier mousquetaire. Un Suisse, très offensif, âgé de 22 ans, sur le point de chambouler le tennis mondial pendant plus de 19 ans. Il deviendra le joueur le plus titré du tournoi de Wimbledon. Un an plus tard, en 2004, son plus grand rival fera sa révélation avec un style de jeu plus défensif, une force et un mental de taureau. Âgé de seulement 17 ans, Rafael Nadal affronte Roger Federer lors du Master 1000 de Miami. À la surprise générale, la jeune pépite espagnole vient d'éliminer le numéro 1 mondial. C'est le début d'une grande rivalité mais aussi d'une grande amitié entre ces deux joueurs. Nadal ne le sait pas encore, mais il s'apprête à devenir le meilleur joueur sur terre battue de l'histoire et le joueur le plus titré du tournoi de Roland Garros. Enfin, 2 ans plus tard, le dernier d'entre eux arrive, un Serbe, certainement le plus complet des trois. Âgé de 18 ans, il va se faire connaître du grand public en 2006. Arrivé en quart de finale, il s'apprête à affronter pour la première fois de sa carrière Rafael Nadal chez lui, lors du tournoi de Roland Garros. Après avoir encaissé 2-7, Novak Djokovic abandonne à cause d'une blessure avant même d'avoir commencé le troisième. C'est encore une fois le début d'une grande rivalité entre ces deux joueurs. Novak, lui, ne le sait pas encore. Il deviendra le joueur le plus titré de l'Open d'Australie, mais aussi le joueur étant resté le plus longtemps à la place de numéro 1 mondial. Un trio donc, une sainte trinité, complémentaires, possédant chacun leurs forces, leurs faiblesses, leur surface et leur tournoi de prédilection. Chacun considéré comme l'un des plus grands de tous les temps, chacun ayant dépassé le stade de simple tennisman, ce groupe surnommé le Big Three a régné pendant plus de 20 ans sur ce sport. À eux trois, ils ont passé l'équivalent de 18 années à la place de numéro 1 mondial. Une occupation, un règne, une dictature, appelez-le comme vous voulez, qui a fait rêver mais aussi trembler chaque joueur du cercle mondial masculin. En revanche, cette période généralement qualifiée d'âge d'or du tennis masculin est en péril depuis maintenant quelques années. Le 23 septembre 2022, l'aîné du groupe jette les armes à l'âge de 41 ans. Roger Federer joue symboliquement le dernier match professionnel de sa carrière en double, en compagnie de son plus grand rival et ami, Rafael Nadal. Depuis, il ne reste plus que l'Espagnol et le Serbe. Malheureusement, cette situation inquiète un grand nombre de passionnés de tennis. Pour beaucoup, l'avenir de ce sport s'assombrit, ils ne trouvent en aucun joueur actuel l'étoffe d'un potentiel futur Nadal, Djokovic ou Federer. Aucun, sauf lui, un jeune espagnol, souriant, ne se trouvant même pas encore dans le top 100 mondial. Le jour de ses 18 ans, il est sur le point d'affronter une de ses légendes à domicile lors d'un Master 1000, celui de Madrid. Le parallèle est facile, mais cette situation nous replonge 17 ans en arrière, nous rappelant ainsi le match entre Nadal et Federer lors du Master 1000 de Miami. Son adversaire, donc le deuxième mondial, le terrien, le matador, le taureau de Manacor, vous l'aurez compris, il s'agit de Rafael Nadal, encore lui. Et je vous le dis tout de suite, il va très logiquement s'imposer en seulement 1h17 de match, 6-1, 6-2. L'élève est encore très loin d'avoir dépassé le maître, mais lors du troisième jeu, il donne un vrai aperçu de son potentiel où sa défense acharnée mais vaine peut nous rappeler celle de son adversaire. Déjà annoncé par certains comme l'héritier du Mallorquin tant il se distingue par sa précocité au plus haut niveau, cet échange sera en revanche quasiment le seul acte de révolte du jeune espagnol dans ce match. Mais juste avant d'entamer notre premier match, laissez-moi vous expliquer avec le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN, comment suivre Carlos Alcaraz du 26 août jusqu'au 8 septembre prochain lors de l'US Open. Bon, je ne pense plus avoir besoin de vous présenter le fonctionnement de VPN, mais quand même. CyberGhost est un allié de taille pour ce qui est de se protéger d'éventuelles attaques pirates lorsque vous vous baladez sur internet et surtout lorsque vous êtes connecté sur des Wi-Fi publics très peu sécurisés. Mais si vous adorez le sport comme moi et que vous en avez marre de regarder sur YouTube les résumés de matchs qui ne sont pas visibles en France, c'est là que CyberGhost rentre en jeu. Via leur application disponible sur tous les appareils comme par exemple Windows, Android, macOS ou iOS, je me connecte en seulement quelques clics sur un serveur d'un pays diffusant l'événement, j'accède à la chaîne et voilà, c'est déjà terminé. En plus de ça, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en simultané. Alors par exemple pour l'US Open, je vous conseille d'aller streamer la chaîne ESPN+ via le serveur CyberGhost qui y est dédié. La diffusion est excellente et de très bonne qualité. Vous pourrez aussi profiter de toutes vos plateformes de streaming à leur plein potentiel, alors par exemple, n'attendez pas qu'Avatar 2 soit disponible en France en 2070 pour le regarder sur Disney+ Belgique par exemple. Ouais, je sais, c'est des Belges, mais on peut bien leur accorder ça, il leur manque encore 2 étoiles sur le maillot.
Cyberghost, c'est disponible sur plus de 40 plateformes différentes comme Netflix, Disney+, HBO Max et bien d'autres. Plus de 38 millions de personnes l'utilisent dans le monde et comme le témoigne leur avis sur Trustpilot, c'est un service très apprécié. En plus de ça, grâce à mon lien disponible dans la description et le commentaire épinglé de cette vidéo, vous pouvez bénéficier d'un tarif spécial de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, Cyberghost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Encore un grand merci à eux de soutenir la chaîne et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Lui, c'est donc Carlos Alcaraz Garcia, 18 ans, droitier, espagnol. Et le 5 mai 2021, le roi de la terre battue ne lui a fait aucun cadeau, si ce n'est de lui tenir son gâteau. Face à la pépite espagnole, le numéro 2 mondial n'a jamais tremblé. Mais ce n'est pas grave, Carlos est encore jeune, il a le temps. 2 jours plus tôt, il entrait déjà dans la légende en devenant le plus jeune vainqueur d'un match du Master 1000 de Madrid en écrasant le français Adrián Manarino 6-4, 6-0. Le monde découvre alors un jeune modèle, souriant, talentueux, enthousiaste, fair-play, un état d'esprit qui lui a été transmis par sa mère. Puis bon, pour couronner le tout, son père est le dirigeant d'un club de tennis et est un énorme fan de ce sport. C'est donc très logiquement que son père va l'inscrire au tennis dès l'âge de 4 ans. Très vite, son talent se dévoile et il montre des aptitudes impressionnantes pour ce sport. Entre sa gestion du timing, sa coordination entre les jambes et le haut du corps, son entraîneur Kiko Navarro était impressionné par la technique irréelle dont il faisait preuve à un si jeune âge. Malgré une petite taille, un physique assez frêle, un manque de puissance et aussi un mental qui était tout, sauf celui de guerrier, Carlos Alcaraz brille dans toutes les catégories de jeunes à l'international. En 2018, il remporte le championnat d'Europe individuel U16 avec 1 an d'avance et la Coupe Davis Junior avec l'Espagne. Alors, en septembre de la même année, à seulement 15 ans, Albert Molina, son agent, se dit qu'il faut un meilleur coach pour améliorer les capacités de Carlos. When Carlos had 15 years old, I personally thought that Carlos needs a top coach. And in my thoughts was that the best coach in this category was Juan Carlos Ferrero. Oui monsieur, c'est fait. Juan Carlos Ferrero, vainqueur de l'édition 2003 des Internationaux de France. Il rejoint donc la Juan Carlos Ferrero Academy. Son nouvel entraîneur, un ancien numéro 1 mondial pendant 8 semaines en 2003 et vainqueur de Roland Garros. Considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, plusieurs experts estiment qu'il aurait pu rivaliser avec Nadal sur terre battue, sans plusieurs blessures ayant fortement affecté sa carrière. Nouvel environnement pour Carlos donc, plus strict, plus rigoureux, plus sérieux. Au départ, ça ne se passe pas vraiment bien entre les deux compatriotes. L'approche de Ferrero n'était pas facile pour Carlos, mais le jeune espagnol reconnaît que c'était un peu de sa faute et que ce travail a porté ses fruits. Carlos reconnaît qu'il était difficile, désorganisé, qu'il ne contrôlait pas ses émotions. Il est donc devenu plus sérieux et surtout devenu un énorme bosseur. Alors, petit à petit, le diamant continue d'être poli. A partir de là, Carlitos va se faire connaître par un grand nombre de personnes. En 2020, il s'impose consécutivement sur 2 futurs, des tournois représentant l'échelon le plus bas des tournois de tennis professionnels, puis se relève tout au long de l'année en remportant 3 challengers avant 18 ans. Ces tournois ne sont pas encore les plus prestigieux, mais quand même. Il constitue la seconde division du circuit professionnel, ce qui veut dire que les niveaux commencent à être plus relevés. Et d'ailleurs, seuls 4 joueurs avant lui avaient réussi une telle performance, parmi eux se trouve un certain Novak Djokovic. Plus jeune joueur classé dans le top 600 mondial, Carlos reçoit donc à l'issue de la saison 2020 l'ATP Award de la révélation de l'année. C'est donc ici que tout recommence, notre point de départ, la défaite face à Nadal le 5 mai 2021. Si beaucoup le voient comme son successeur, comme son héritier le plus proche, c'est parce qu'ils ont énormément de points communs. Il est espagnol, précoce, il possède aussi la plus grande faiblesse de Rafa que l'on verra plus tard dans la vidéo. Mais en réalité, Carlos est bien plus que la relève d'un des membres du Big Three. Il est la relève de tous ses membres, il en est un mélange parfait. Carlos a été comparé à Nadal pour ses sprints directs, ses capacités de contre-attaque à partir de positions souvent indéfendables sur le terrain et une vitesse de pointe extrêmement élevée. Puis à Djoko pour son mouvement latéral et sa couverture du terrain, aidé par des glissades en défense, en particulier sur son revers où il est souvent capable de neutraliser l'agressivité de son adversaire sur les coups de fond ou les tentatives de drop. Puis enfin à Federer pour son excellent jeu de jambes et sa capacité à s'infiltrer sur son coup droit et à contrôler le terrain avec son attaque. Il est donc un mélange parfait, une méga évolution qui, selon Novak Djokovic, a pris le meilleur de 3 réunis. Mais c'est lui le futur patron du tennis des 10 prochaines années. Le futur? Oui. Ou c'est vous toujours dans 10 ans? Alors, il est sûrement un leader de nouvelle génération. C'est incontestablement. Oui, incontestable. Le leader d'une nouvelle génération, mais pour l'instant, il doit encore faire ses preuves. Il n'est même pas encore dans le top 100. Il en est à ses portes, 120e certes, mais il est encore très loin d'être au niveau pour devenir un jour premier mondial. Il lui reste encore beaucoup de temps pour y parvenir, mais finalement,
Carlitos va en décider autrement. Après sa victoire au Challenger d'Oeiras 3, le faisant entrer dans le top 100 mondial, Carlos Alcaraz se retrouve en finale du tournoi d'Umag en fin juillet face au Français Richard Gasquet. Since Nadal. There it is. The first of what should be many great titles for Carlos Alcaraz of Spain, champion of Umag and just 18. He's a very ambitious player as well. He wants to get to #1 in the world. He wants to win as many Grand Slams as he possibly can, and I think is the perfect way to begin all of this. Victoire écrasante, 6-2, 6-2 et premier titre ATP en carrière pour Carlos. Il entre désormais grâce à cette performance dans le top 55 mondial et la comparaison avec son compatriote continue puisqu'il devient le plus jeune espagnol à s'imposer sur le circuit depuis un certain Rafael Nadal qui avait 8 jours de moins que Carlos lorsqu'il avait ouvert son palmarès au tournoi de Sopot en 2004. Does that towel have any significance? Yes, yeah, I love that tournament. I mean, so special for me. So many firsts for him. First ATP World Tour title in Umag. He also made the quarterfinals, a Grand Slam. When he got the good results in US Open, the match against Tsitsipas, all the people show more interest in Carlos. Maintenant, petite avance rapide, fin août 2021 lors de l'US Open. Si le 5 mai 2003 est la naissance de Carlos Alcaraz, le début de la course de celui que l'on considère comme le nouveau Rafael Nadal débute le 3 septembre 2021. Au troisième tour, il se retrouve face au grec, Stefanos Tsitsipas, 3e mondial. Un match de plus de 4 heures mettant les nerfs et les muscles à rude épreuve, des matchs dans lesquels les joueurs les plus expérimentés prennent généralement l'avantage, mais pas cette fois. It is victory for Carlos Alcaraz. L'Espagnol de 18 ans vient de remporter la plus grande victoire de sa très jeune carrière. C'est la première fois qu'il remporte un match face à un joueur du top 5 mondial. Une performance phénoménale qui l'amène pour la première fois en quart de finale lors d'un tournoi du Grand Chelem. Arrivé de nulle part, un Espagnol de seulement 18 ans vient de montrer au monde entier que l'on va devoir s'habituer à sa présence pendant encore un long moment. Malheureusement, il ne gagnera pas le Grand Chelem et sera contraint d'abandonner en quart de finale à cause d'une douleur à l'abducteur droit. Mais ce n'est pas grave. Désormais, tout le monde se méfie de lui. Fin octobre, c'est un autre monument du tennis qui va se laisser surprendre par l'Espagnol, un certain Andy Murray, un Britannique, transformant le Big Three en Big Four de 2008 à 2014. Il est le seul à avoir atteint la première place du classement ATP depuis l'apparition du trio de légende. Chaque année, la première place est occupée par un des trois, sauf en 2016 où Andy Murray arrive à l'atteindre. Mais ça ne fait rien, Carlos ne tremble pas, victoire 6-3, 6-4. Il semble inarrêtable, mais son ascension sera stoppée un peu plus tard par un Allemand, solide, très physique, le futur vainqueur du tournoi d'ailleurs, Alexander Zverev qui s'impose 6-3, 6-3, et à partir de là on voit qu'un problème commence à se dessiner. Même si Alcaraz est très bon, il semble que quelque chose lui manque. Malgré des victoires impressionnantes, des matchs de folie, il ne gagne rien. Enfin, pas grand chose. À la fin de l'année, il participe au tournoi Next Generation ATP Finals qui réunit les 7 meilleurs esports du tennis mondial ainsi qu'un joueur bénéficiaire d'une invitation. Cette compétition n'attribue aucun point ATP. C'est une sorte de compétition d'exhibition donc si vous voulez. Carlos remporte tous ses matchs et s'impose en finale en 1h22 mais il veut beaucoup plus. Il voit beaucoup plus grand. Pour l'année 2022, Carlos Alcaraz a pour objectif d'être compétitif contre les meilleurs et de terminer l'année 2022 dans le top 15. Il finit la saison 32e. C'est donc un bon challenge qui l'attend, mais un challenge qu'il appréhende extrêmement bien dès le début d'année. Février 2022, il participe à l'ATP 500 de Rio de Janeiro sur terre battue. Il devient à 18 ans le plus jeune joueur de l'histoire à remporter un tournoi de cette catégorie, ce qui lui permet de rentrer dans le top 20 mondial pour la première fois de sa carrière. Plus que 5 places et son objectif peut déjà être atteint. Un mois plus tard, en mars, nouveau Master 1000, Indian Wells cette fois-ci. En 8ème de finale, il s'impose 7-5, 6-1 face à notre Français Gaël Monfils, puis il vient à bout du tenant du titre, le Britannique Cameron Norrie, 6-4, 6-3 en 1h45. Alors ça y est, il atteint le dernier carré, son premier en Master 1000, sa première demi-finale face à lui, un autre Espagnol que l'on commence à avoir l'habitude de voir, Rafael Nadal de nouveau. Match beaucoup plus disputé cette fois-ci, mais Alcaraz finit quand même par rendre les armes.
4-6, 6-4, 3-6. En revanche, bonne nouvelle, grâce à ce parcours, il gagne 4 places au classement ATP, 16e. Il ne lui reste déjà plus qu'une petite place pour atteindre son objectif. Pour ça, rendez-vous quelques jours plus tard seulement lors du Master 1000 de Miami. Mais avant d'engager le premier service, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec les règles du tennis. Au tennis, on le sait tous, le système de points est assez spécial, 1 point égale 15, 2 points égale 30, 3 points égale 40, puis 4 points égale on a gagné le jeu. Sauf si notre adversaire a aussi 40. Dans cette situation, pour gagner le jeu, l'un des deux joueurs doit marquer 2 points d'affilée. Le premier que l'on note avantage, noté AV, puis le deuxième qui nous fait remporter le jeu. Sinon, on revient à 40 partout et on rejoue jusqu'à ce que l'un des deux joueurs réussisse à mettre 2 points d'affilée. Pour remporter un set, il faut remporter 6 jeux, à condition d'en avoir 2 d'avance sur notre adversaire. Vous l'aurez compris, à 6-5, il faut donc jouer un 7ème jeu. Mais il peut arriver aussi que les deux joueurs soient à 6-6. À l'époque, on jouait dans la logique des 2 jeux d'écart, ce qui donnait lieu à des matchs bien trop longs et bien trop durs physiquement et psychologiquement pour les joueurs. L'instauration d'un jeu décisif appelé tie-break a donc été inventée. Un exercice éprouvant, stressant, qui fait rentrer le tennis dans un aspect encore plus mental que ce qu'il ne l'est déjà. Lors d'un tie-break, les points se comptent alors normalement, de 1 en 1. Le but en est un set, à condition toujours d'en avoir 2 d'avance. Lorsque c'est le cas, on a enfin gagné le jeu, et donc le set. Selon les tournois, les hommes remportent alors un match en 2 ou 3 sets gagnants, et les femmes en 2 sets. Lors du Master 1000 de Miami, c'est donc en 2 sets gagnants que l'on doit s'imposer. Après une très belle victoire encore une fois face à Stefanos Tsitsipas en 8ème de finale, puis un excellent Miomir Kekmanovic, Carlos se retrouve une nouvelle fois en demi-finale de Master 1000. Face à lui, le tenant du titre, le Polonais Hubert Hurkacz. Dans un match très serré, accroché et avec peu d'opportunités pour se détacher, les deux joueurs vont justement devoir aller au tie-break dès le premier set. Carlos le remporte, mais le match est très loin d'être fini. Semblable à une partie de ping-pong, les deux hommes se renvoient coup pour coup, un jeu après l'autre, aucun des deux ne semble prendre véritablement l'avantage du match, et les joueurs le savent, c'est encore une fois au tie-break que tout va se jouer. It is a first ever Masters 1000 final for the sensational Spaniard, Carlos Alcaraz. Il l'a fait, il vient d'éliminer le tenant du titre en demi-finale en plus de 2 heures, 7-6, 7-6. Dernière étape, mais en même temps première fois pour Carlos, il se qualifie pour sa première finale de Master 1000. Et les matchs s'enchaînent, les uns après les autres. Après un quart de finale le vendredi face à Miomir Kekmanovic, 6-7, 6-3, 7-6, puis cette demi-finale de folie dès le samedi, c'est directement le lendemain, le dimanche, que la finale se joue. Mais même si Carlitos vit peut-être la plus belle semaine de sa vie, son coach, lui, vit peut-être une de ses pires. Il est obligé de rentrer en Espagne suite au décès de son père, laissant Carlitos livré à lui-même. Devenu au fil du temps, comme le dit son coach, son 4e enfant, c'est donc avec la rage que Carlos va devoir affronter le 8e mondial, le Norvégien Casper Ruud, très en forme. Lors des quarts de finale, il avait éliminé assez facilement Alexander Zverev 6-3, 1-6, 6-3, puis l'Argentin Cerundolo 6-4, 6-1 en demi-finale le vendredi. Il a donc l'avantage physique grâce à des matchs moins éprouvants et un jour de repos le samedi, mais surtout un avantage psychologique. Ses victoires sont des victoires franches, écrasantes, il domine pratiquement sans difficulté et Carlos n'est pas non plus dans un moment très facile de sa vie, ce qui peut potentiellement le déconcentrer lors de sa première finale de Master 1000. L'Espagnol a donc besoin d'aide. Il a besoin d'une chose, s'il veut gagner, il doit prendre l'ascendant psychologique et ça, son coach l'a bien compris. Il a finalement réussi à venir, c'est donc une toute autre finale qui va se jouer. C'est ici et maintenant que Carlitos peut commencer à écrire véritablement son histoire. En terminant vainqueur à l'issue de ce match, il peut devenir le plus jeune joueur à remporter ce titre à seulement 18 ans. Mais comme le reflète ce coup droit envoyé directement dans le filet, son adversaire prend déjà l'ascendant psychologique en seulement 8 minutes. Alcaraz n'est pas dans son match, en 24 minutes il a seulement réussi à sauver l'honneur en remportant un jeu. Casper Ruud semble trop fort, trop confiant, il domine très largement et c'est exactement ce dont a besoin l'Espagnol. Le niveau d'Alcaraz se révèle toujours lorsqu'il est au plus bas, alors c'est un tout autre joueur que va devoir affronter Casper Ruud. C'est maintenant Carlos qui impose son rythme et ça se voit. Après ce coup droit envoyé à plusieurs mètres derrière la ligne, le Norvégien permet à Carlos de faire le débris. Il recolle à 3 jeux à 4. L'Espagnol en profite, il continue d'ouvrir cette faille et pousse Casper dans son coin avec son coup droit pour enchaîner sur un revers fond de cour à l'opposé. Il égalise. Tout est à refaire pour Ruud, mais malheureusement il ne peut rien faire face au coup droit de l'Espagnol. Alors qu'il menait 4-1 au bout de 24 minutes, il finit par perdre 7-5 à l'issue de ce premier set.
That's a set that delivered everything we were expecting to see from Carlos Alcaraz. The ferocity, the tenacity, the nuanced dexterity. The 18-year-old from Spain takes the opening set, 7-5. Le Norvégien se retrouve maintenant dans une position délicate puisqu'il doit absolument gagner le prochain set s'il veut revenir dans le match. Mais dès l'entame du deuxième set, on comprend que c'est Carlos qui domine. Il fait littéralement courir Casper après son titre et le scénario s'est définitivement renversé du côté d'Alcaraz qui mène 3 jeux à 0 au bout de 19 minutes dans ce deuxième set. Même si Ruud s'accroche en recollant à 3-5, c'est maintenant Carlos Alcaraz qui semble trop fort et trop confiant. Alors on comprend très bien que la fin de ce match est déjà écrite. Carlos Alcaraz est le vainqueur du Master 1000 de Miami. À 18 ans et 333 jours, il devient le joueur le plus jeune à remporter ce titre prestigieux sous le regard de son équipe, de son père et de son coach. Il règne désormais en maître dans ce cours. Mais il doit encore se méfier puisque vous allez le voir, ces deux joueurs n'ont pas fini d'échanger entre eux et ne se sont pas encore tout expliqués. En revanche, nous ne sommes que le 3 avril et l'objectif de Carlos est donc plus qu'atteint puisque cette victoire le fait progresser aux portes du top 10 du classement ATP à la 11e place. 8 mois. Il lui reste encore 8 mois pour voir encore plus grand, pour voir encore plus loin. Pour ça, direction l'Espagne, fin avril pour l'ATP 500 de Barcelone. Je vous la fais courte, il retrouve une nouvelle fois le grec Stefanos Tsitsipas en quart de finale qu'il va de nouveau vaincre. Il remporte ensuite le tournoi pour succéder à Rafael Nadal qui avait remporté l'année d'avant ce même tournoi en affrontant en finale, je vous le donne en mille, Stefanos Tsitsipas qui doit avoir une haine contre les Espagnols. Cette victoire permet donc à Carlos de rentrer dans le top 10 mondial pour la première fois à seulement 18 ans, une performance qui n'avait pas été réalisée depuis Rafael Nadal en 2005. Alors, petit à petit, l'élève se rapproche du maître. Nous sommes désormais le 6 mai 2022, lors du Master 1000 de Madrid. Nous sommes le lendemain de l'anniversaire de Carlos, pratiquement un an pile après sa défaite face à Nadal, le jour de ses 18 ans. Devinez contre qui se retrouve notre petit prodige lors de ce même tournoi en quart de finale. Vous ne rêvez pas, nos deux Espagnols préférés se retrouvent. Une revanche à prendre donc. Et la revanche est bel et bien prise puisque c'est Carlos qui s'impose. He's got it! What a way to win it! And it is a massive day in the young career of Carlos Alcaraz. Alors ça y est, en seulement un an, il vient d'éliminer le premier mousquetaire. Éliminer, c'est un bien grand mot, évidemment, il est encore très loin de ce qu'a réalisé Rafa durant sa carrière, mais laissez-moi dans mon storytelling. Vous avez de la musique épique, alors c'est pardonnable. On pourrait donc se dire que Carlos a fait le plus dur lors de ce match, que le reste du tournoi est déjà plié. Non. Stan Djokovic was up to it. That is tremendous. Encore une fois, vous ne rêvez pas, il se retrouve face à un autre mousquetaire. Alors, à l'image d'un 1 pour tous et tous pour un, c'est dans un combat acharné que Djokovic va se lancer pour venger son acolyte. Mais après 3h35 de match et un jeu décisif lors du 3e set, le deuxième mousquetaire tombe à son tour. Ça y est, Carlos devient à cette occasion le plus jeune joueur à battre un numéro 1 mondial depuis Rafael Nadal en demi-finale de Roland Garros en 2005 contre Roger Federer, ainsi que le premier joueur à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un même tournoi sur terre battue. Alors, direction la finale maintenant face au tenant du titre, Alexander Zverev. Mais malheureusement pour lui, c'est un tout autre Carlos Alcaraz qui se trouve devant lui. Match expédiant tout juste 1 heure de jeu, 6-3, 6-1, l'Espagnol monte jusqu'à la 6e place du classement ATP, se rapprochant très dangereusement de la première place. Avance rapide maintenant. Après des défaites lors des tournois de Roland Garros face à Alexander Zverev qui prend sa revanche, ou encore à Wimbledon face à un Italien, Yannick Sinner, ou encore à Hambourg face à un autre Italien, Lorenzo Musetti, nous nous retrouvons en août lors de l'US Open. Un tournoi du Grand Chelem qui se joue en 3 sets gagnants. Et rappelez-vous, c'est ici lors de ce même tournoi que Carlos avait décroché la victoire face à Stefanos Tsitsipas, ce qui lui avait permis de se faire connaître par un grand nombre de personnes. Ce tournoi est donc très important puisqu'il fait partie avec ceux de Roland Garros, Wimbledon et l'Open d'Australie de ce que l'on appelle les tournois du Grand Chelem. Ce sont les tournois les plus prestigieux mais surtout les plus convoités par les joueurs. Alors l'Espagnol compte bien laisser une empreinte de son passage. En quart de finale, il retrouve justement l'Italien Yannick Sinner et c'est un match compliqué. 5h15 de jeu, 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3. Malheureusement, le match est bien trop long pour que je vous le résume, donc je vous invite carrément à aller le voir après cette vidéo, évidemment, mais je vais quand même vous faire un petit best-of des meilleurs coups lors de ce match.
Carlos s'impose et on avance jusqu'en finale. C'est sa première finale de Grand Chelem à seulement 19 ans. S'il gagne, il peut devenir le plus jeune numéro 1 de l'histoire du tennis masculin. Mais avant ça, il doit encore affronter un joueur. Face à lui, un Norvégien que l'on connaît bien, Casper Ruud de nouveau, qui veut prendre sa revanche sur la finale perdue lors du Masters 1000 de Miami. Casper Ruud commence très fort avec un ace et remporte son jeu de service, mais Carlos a dû répondre. Il remporte lui aussi son jeu de service et égalise à 1 partout. C'est un match plus spectaculaire, plus incertain, avec des deux côtés, deux joueurs qui, on le sent, sont rentrés dans une autre dimension que ce qu'ils ne l'étaient lors du Masters 1000 de Miami. Et c'est normal, l'enjeu est de suite plus grand et plus prestigieux. Les deux hommes se renvoient coup pour coup et cette fois Carlos est bel et bien rentré dans son match dès le début. Avec cet ace, il prend l'avantage, cette fois, c'est lui qui mène 4 jeux à 3. Et justement, malgré ce petit retard dans une finale de Grand Chelem, Casper Ruud reste toujours aussi classe. Alcaraz doesn't think he got there in one bounce. Let's see if he's right. Vous ne l'avez certainement pas vu et c'est normal, mais la balle a rebondi 2 fois. L'arbitre lui ne l'a pas vu, mais les deux joueurs le savent et Casper Ruud fait preuve de beaucoup de classe. Alors qu'il se fait mener 4 jeux à 3, il confirme que la balle a bel et bien rebondi 2 fois, certes de très peu, mais 2 fois quand même. Point pour Alcaraz. C'est donc l'Espagnol qui prend les devants dans cette finale et il plane alors un air de déjà vu dans ce stade Arthur Ashe. Mais ne vous y trompez pas, Ruud atomise Alcaraz dans le deuxième set en seulement 37 minutes. Il recolle un 7 partout et il continue sur cette lancée durant le 3e set puisqu'il s'offre une balle pour mener 2-7-1 dans cette finale, mais c'est maintenant Carlos qui n'a pas dit son dernier mot. Il sauve une première balle de 2e set et comme lors du Masters 1000 de Miami, il fait courir Casper après son titre. Amorti, coup droit, lob, smash, tout y est et c'est dans une ambiance de stade de foot qu'il égalise. 6 jeux partout, tie-break, Carlos le remporte et on commence alors le dernier set dans un match qui dure déjà depuis plus de 2 heures et 42 minutes. Dans ce dernier set, les deux joueurs arrêtent enfin leur bonne manière. Ils n'échangent plus, ils se battent. Comme le reflète cet enchaînement de ace, c'est Carlos qui prend le dessus. On entame alors le dernier jeu, potentiellement décisif. Encore une fois, grâce à un ace, l'Espagnol s'offre une balle de match. C'est maintenant que tout se joue et Carlos ne tremble pas. C'est avec un service à plus de 201 km/h qu'Alcaraz remporte son premier US Open devant les yeux encore une fois de son équipe, de son père et de Juan Carlos Ferrero qui gagne désormais ce titre non pas en tant que joueur, mais en tant que coach. À 19 ans, Carlos Alcaraz commence définitivement à écrire son histoire, une histoire qui sera certainement très longue et très belle, une histoire qui n'a réellement débuté que depuis 1 an lors de ce même tournoi, et qui l'a amené à devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. Malheureusement pour Casper, son histoire est bien plus compliquée. En 2022, 2 finales se sont mal terminées. 2 titres du Grand Chelem lui ont échappé, chacun de ses adversaires se trouvait être un Espagnol, Carlos Alcaraz sur dur lors de l'US Open, et évidemment Rafael Nadal sur terre battue lors de Roland Garros. En revanche, le classement ATP n'aura jamais été aussi représentatif puisqu'à l'issue de ce match, Carlos se retrouve premier et Casper 2e mondial. Un classement qui met en lumière 2 joueurs qu'il est impossible de détester, 2 joueurs souriants, combatifs, respectueux, des valeurs que l'on adore retrouver dans le sport et justement, à la fin de la saison, l'un d'entre eux va être récompensé par le prix Stefan Edberg de la sportivité. Un prix qui récompense le comportement exemplaire d'un joueur sur le court et il va être décerné au Norvégien Casper Ruud, qui le mérite amplement. Bref, Carlos Ier, bien qu'un peu fatigué. I have a quick question for you. Before the match, you said this is no time to be tired. Are you tired yet? A little bit. No, I mean, I always say that it's not time to be tired in the final round of a Grand Slam or in every tournament. You know, you have to give everything you have inside. And yes, as you said, it's not time to be tired. Les mousquetaires tombés, sauf un, Federer qui aura échappé à son sort. Parti à la retraite trop tôt, il regrette quand même de ne pas avoir pu affronter l'Espagnol au cours de sa carrière.
Alors, maintenant qu'il est premier, Carlos ne compte pas s'arrêter là. Prochain tournoi, la Coupe Davis, un tournoi de tennis par nation et Carlos s'incline. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres tournois, c'était son premier en tant que numéro 1, la pression devait être bien présente, alors on l'attend au tournoi d'Astana au Kazakhstan, où il perd. Open de balle en Suisse, il perd. Master de Paris-Bercy, il abandonne à cause d'une déchirure aux abdominaux. ATP Finals, il refuse d'y aller, toujours à cause de cette déchirure. Mais où est-il passé? Bon, malgré ses défaites et ce forfait, il garde quand même sa place de numéro 1, il devient le plus jeune joueur à terminer une année numéro 1 mondial. D'ailleurs, depuis la création du classement ATP en 1973, 2 Espagnols terminent l'année pour la première fois aux 2 premières places. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est un certain Rafael Nadal qui occupe la 2e. Mais quand même, la situation de Carlos inquiète. Début d'année 2023, il doit de nouveau renoncer à un tournoi, cette fois l'Open d'Australie, à cause d'une blessure à la jambe droite provoquée par un geste forcé à l'entraînement, et il perd sa place de numéro 1 mondial au profit de Novak Djokovic. Encore une fois, la comparaison est toute faite, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Il est espagnol, précoce, il possède aussi la plus grande faiblesse de Rafa que l'on verra plus tard dans la vidéo. La plus grande faiblesse de Nadal ne se trouve pas dans son jeu, mais dans ses blessures, et Carlos semble bien parti pour lui ressembler même à ce niveau-là. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que ces deux joueurs sont si musclés, tout simplement pour permettre à leur corps de mieux encaisser les coups. Par curiosité, j'ai été voir le parcours de Nadal, et devinez quoi ? Il s'est passé exactement le même schéma que pour Carlos. Certes de façon moins radicale, mais le schéma est très ressemblant. Le lundi 18 août 2008, Nadal devient officiellement numéro 1 mondial, détrônant ainsi Roger Federer. À l'US Open, il est éliminé en demi-finale par Andy Murray. Au Master de Madrid, il s'incline. Au Master de Paris-Bercy, donc le même que Carlos, il abandonne, lui aussi en raison d'une tendinite. Cette blessure au genou l'obligera également à déclarer forfait pour la Master Cup et la finale de la Coupe Davis. Il finit la saison premier mondial face à Federer et Djokovic, mais en début d'année, il perd en quart de finale de l'Open de Doha face au Français Gaël Monfils. Bon, je veux bien qu'on essaye de comprendre ceux qui disent que Carlos n'est pas un nouveau Nadal, mais là, on ne peut pas faire les aveugles. Le parcours, les records, le style de jeu, la précocité, les blessures, ils sont pratiquement identiques. Alors à partir de là, Carlos rentre dans une bataille pour être reconnu en tant que Carlos et non pas en tant que nouveau Rafa, mais surtout dans une lutte pour garder sa première place. Durant l'Open d'Australie, donc, Novak reprend sa place de numéro 1 mondial en battant Stefanos Tsitsipas en finale 6-3, 7-6, 7-6. 2 mois plus tard, en mars, nous voilà de retour pour le Master 1000 d'Indian Wells. Carlos Alcaraz s'impose en demi-finale face à l'Italien Yannick Sinner, puis face à Daniil Medvedev, ex-numéro 1 mondial en finale. À ce moment-là, il est donc en route pour réaliser le Sunshine Double, c'est-à-dire une victoire à Indian Wells, puis à Miami, où il doit d'ailleurs y défendre son titre. Mais malheureusement, il retombe en demi-finale face à Yannick Sinner qui prend sa revanche et Carlos redonne sa place de numéro 1 à Djokovic. De nouveau en finale du tournoi de Barcelone où il doit là aussi défendre son titre, Carlitos se retrouve une nouvelle fois face au grec Stefanos Tsitsipas, un spécialiste de la surface. On commence à avoir l'habitude, c'est une autre victoire pour l'espagnol et à la manière du mythe de Sisyphe, le grec semble condamné à ne jamais gagner une fois arrivé au sommet. Une semaine plus tard, il défend son autre titre en territoire espagnol à Madrid. Après avoir connu des difficultés à éliminer le finlandais Emil, je ne vais pas dire son nom par peur de l'écorcher, 2-6, 6-4, 6-2, il bat en 2-7 le bulgare Grigor Dimitrov, 6-2, 7-5, puis écrase de nouveau l'allemand Alexander Zverev en 8ème de finale dans un remake de la finale de l'année précédente, 6-1, 6-2. Il assure ensuite très logiquement son titre en finale. Et à partir de là, les choses deviennent intéressantes. Première participation au Master de Rome pour Carlos, 17ème pour le tenant du titre Novak Djokovic. L'Espagnol gagne son premier match, ce qui lui assure de reprendre sa place, mais il est ensuite battu dès le 3e tour. Le Serbe lui arrive en quart de finale, face au Danois Holger Rune, et s'incline pour la première fois depuis 10 ans avant les demi-finales dans la capitale italienne. Grâce à cette défaite, Carlos reprend sa première place. Direction la France maintenant, Roland Garros, terre battue, demi-finale, Carlos Alcaraz 1er, Novak Djokovic 3e. C'est ici que les deux hommes vont devoir s'expliquer, dans une confrontation directe donc. Ils ne se sont affrontés qu'une seule fois et cette rencontre avait tourné à l'avantage du petit prodige. Mais ça ne veut absolument rien dire. Nous sommes maintenant dans une demi-finale de Grand Chelem et pratiquement personne ne peut se dresser devant Novak. Pratiquement personne justement puisque cette année, l'un des favoris et outsiders de ce tournoi n'est autre que Carlitos. Le match n'a commencé que depuis un quart d'heure et les deux joueurs offrent déjà un spectacle grandiose. Une minute plus tard, Novak fait le break et prend l'avantage. Pour l'instant, l'Espagnol se fait battre à son propre jeu. Habitué à déstabiliser ses adversaires grâce à des lobes et des amortis de grande qualité, c'est maintenant Novak qui le fait courir. En revanche, il lui reste encore une arme que le Serbe a du mal à neutraliser, son coup de fusil. Il s'est trompé la Novak Djokovic. Avec un peu de réussite au départ, Carlos Alcaraz réussit une couverture de terrain exceptionnelle pour s'offrir une balle de débreak avec justement un énorme coup droit. Finalement, il ne la concrétise pas et Novak remporte le prochain jeu. Il s'offre alors une première balle de 7 mais écarté par l'Espagnol qui recolle à 5-3.
Avec un service à plus de 200 km/h que Carlos ne remet pas en jeu, Djokovic confirme son avance. Il remporte le premier set, 6-3. Mais vous commencez à avoir l'habitude maintenant, Carlos a besoin de cette pression pour dévoiler tout son potentiel. Oh, c'est dedans, quel point exceptionnel de Carlos Alcaraz! Novak ne peut que s'incliner face à ce point monstrueux et le duel est maintenant plus serré. Les amortis, les contre-amortis, les lobes de Carlos sont de retour et c'est de nouveau lui, comme à son habitude, qui fait courir son adversaire. L'Espagnol prend un léger avantage psychologique et ça se voit avec 2 gros déchets envoyés par Novak qui permettent à Carlos de recouler à 1 set partout dans cette demi-finale. Une manche partout entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz! Il continue sur cette lancée dans le 3e set en remportant son jeu de service, mais malheureusement, ces vieux démons reviennent. Pris par de nombreuses crampes au mollet, Carlos ne peut plus rien faire et est obligé de subir pour le reste du match. C'est trop long. La 3e manche, elle est pour Novak Djokovic. Ça devient un calvaire ce match pour Carlos Alcaraz. Atteint physiquement, il subit une humiliation en encaissant 11 jeux d'affilée. Le match a complètement changé et ne ressemble en rien aux 2 premiers sets. Alors, à l'image d'un antagoniste, le Joker reprend sa place de numéro 1 et il remportera par la même occasion son 3e titre de Roland Garros et son 23e titre en Grand Chelem en battant un joueur que l'on connaît bien, le Norvégien Casper Ruud. Il deviendra pour la première fois de sa carrière l'unique recordman de titres en Grand Chelem devant Rafael Nadal qui lui est à 22. Carlos n'a pas dit son dernier mot. Un tournoi approche à grands pas, dans une autre capitale, de l'autre côté de la Manche, un tournoi du Grand Chelem, lui aussi sur gazon cette fois. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de Wimbledon, à Londres. La maison de Federer, mais depuis quelques années, elle est aussi la maison de Djokovic. Cela fait maintenant 10 ans que le Serbe est invaincu sur le center court. Et Carlos compte bien faire tomber la couronne du roi. Mais avant ça, il veut y aller avec la manière. Il veut y aller en tant que numéro 1. Pour ça, le 25 juin 2023, Carlos Alcaraz remporte le tournoi du Queen's à Londres, un tournoi sur gazon souvent considéré comme un tournoi de préparation pour Wimbledon. Alors maintenant qu'il a repris sa première place, on peut y aller. Nous sommes en finale, 3 sets gagnants pour remporter le trophée, à l'affiche Carlos Alcaraz, premier, Novak Djokovic, deuxième, tenant du titre. Les 2 hommes se sont affrontés 2 fois, une victoire chacun. Le Serbe commence fort et remporte le premier jeu. Il est en confiance et très détendu comme le reflète la nonchalance de ce coup droit. Novak est chez lui et ne compte pas partir de sitôt. Il mène désormais 4 jeux à rien dans cette finale. Carlos lui est absent, inexistant, alors Djokovic insiste et fait sa loi, 5-0 d'entrée. C'est une démonstration de sa part. Alcaraz frustré sauve l'honneur. Oh, merveilleux! Tous les coups ont été splendides! Premier set plié en 34 minutes de jeu. Mais on est en finale de Grand Chelem et comme nous l'a dit Carlos, on ne peut pas se permettre d'être fatigué dans ce genre de moment. Alors il veut prouver, il possède encore quelques cartouches et c'est un tout autre match qui se profile. L'Espagnol retrouve les sensations, il retrouve son coup droit mais aussi son revers. Petit à petit l'atmosphère de ce match change complètement et il prend une toute autre dimension. Ça y est, la finale vient à peine de commencer. Chaque point compte, chaque point ressemble désormais à une balle de match et on arrive alors au tie-break. Nous y voici au tie-break, 6 partout. Comme Casper, Novak se retrouve écrasé par le coup droit d'Alcaraz, petit amorti et il remporte le point. Retour de service et il remporte ce tie-break. Il vient de mettre fin à une série de 15 tie-breaks d'affilée remportés en Grand Chelem par Novak Djokovic. Il revient à une manche partout face au maître des lieux. Ça fait 1h59 minutes que cette finale a débuté et elle est complètement relancée. Il égalise donc à 1 set partout et Novak n'apprécie pas. Rencontrer de la difficulté sur terre battue face à Alcaraz, il s'y attendait, mais en trouver ici alors que ce n'est que le 4e tournoi sur gazon que joue l'Espagnol, il ne s'y attendait certainement pas. Alors c'est maintenant au tour de Djoko de douter et ça se voit très clairement. Il n'est plus aussi détendu que lors du premier set. Beaucoup de déchets dans son jeu, Carlos en profite, Novak lui s'enfonce, son tournoi lui échappe petit à petit et le Serbe craque. Le Serbe s'écroule, littéralement. Il permet à son adversaire de mener 4 jeux à 1 dans ce 3e set, puis 5 jeux à 1 quelques minutes plus tard et enfin 6 jeux à 1 à l'issue de ce 3e set. Oh là 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 là, énorme! Ce passing qui permet donc à l'Espagnol de virer en tête à l'issue de la 3e manche. C'est maintenant le Serbe qui est absent. C'est maintenant lui qui est inexistant. Mais ce n'est pas n'importe quel Serbe. Il s'appelle Novak Djokovic, c'est un membre du Big Three et une fois arrivé en finale, ces hommes se transforment complètement. Soupçon d'ego et Alcaraz doit de nouveau affronter le roi à son plus haut niveau. Djokovic égalise de partout, dernier set et c'est maintenant que tout se joue. Les échanges sont longs, les échanges sont beaux, les échanges sont en rythme sur l'été de Vivaldi. Nous sommes bel et bien à Wimbledon.
monstrueux pour sauver balle de break. Qu'est-ce qu'il défend encore? Oh. Mais comment peuvent-ils faire cela? Avec cet échange, Alcaraz égalise, un partout. Djokovic, lui, s'écroule de nouveau. En revanche, ça ne l'empêche pas d'être dangereux, mais malheureusement pour lui, Carlos l'est un peu plus avec ce passing. Le stade explose, le stade bouillonne, Djokovic lui implose et explose sa raquette contre le filet. Sa finale lui échappe, l'Espagnol mène 5 jeux à 4. On commence alors un jeu qui peut potentiellement être décisif. C'est Alcaraz qui sert et Djokovic qui subit. Premier point, un lob, 15-A. Mais quelle audace, quelle assurance! Deuxième point, un amorti revenu de nulle part, 30-15. Troisième point, coup droit de Djokovic qui égalise, 30-A. Quatrième point, c'est le Serbe qui l'offre à Carlos. Balle de match, Carlos envoie un énorme coup droit et c'est encore une fois Novak qui lui offre le point. Ah, c'est fait! Carlos Alcaraz au sol, puisqu'il vient, lui, littéralement, de déboulonner la statue de Novak Djokovic et je vous laisse profiter de l'accolade. Ça y est, la moitié de son rêve est atteint, il vient de gagner Wimbledon pour la première fois de sa carrière. Il vient littéralement d'arracher la couronne du roi qui ne peut que s'incliner face au talent du petit prince. Et restons dans la royauté puisque justement c'est devant la famille royale britannique mais aussi espagnole que Carlos vient de remporter ce tournoi. Philippe, I'm really proud, that you are here supporting me. Well, I played in front of you just twice that I won. I hope you are coming more. La relève est bien présente puisque Carlos vient de mettre fin à une série de 4 victoires d'affilée remportées en finale de Wimbledon par Novak Djokovic et parce qu'il est aussi devenu le 5e joueur de l'Air Open à remporter 2 majeurs avant ses 21 ans. Avant lui, seuls Mats Wilander, Björn Borg, Boris Becker et Rafael Nadal avaient réussi une telle prouesse. Well done again. Enjoy this moment. The 2023 champion, Carlos Alcaraz. Bon, on a bien rigolé, on a bien chialé, Carlos garde sa première place, mais ce n'est pas fini. Nos deux hommes ont encore des comptes à se rendre. Ils se retrouvent une nouvelle fois en finale, face à face, Master 1000 de Cincinnati, 3-7, 2 tie-break, 3h49 de combat, finale la plus longue de l'histoire des Master 1000, mais malheureusement cette fois c'est Djoko qui s'impose. A lot of the players never managed to reach those heights in the entire careers, and you managed to do what you managed to do in the last 2-3 years is unbelievable. So well done and good luck to you and your team for the rest of the year. Ça y est, Carlos a perdu. Il garde toujours sa première place, mais le roi n'avait pas dit son dernier mot et vient de couper la tête du petit prince. À partir de ce moment-là, c'est terminé. Il perd son niveau, son mental, son physique, tout. Medvedev outlasts Alcaraz in 4 absorbing sets. Jannik Sinner takes a big win in Beijing. Grigor Dimitrov records his first ever win over Carlos Alcaraz. Et enfin, défaite d'entrée au Master 1000 de Paris-Bercy, son pire résultat dans un tournoi de cette catégorie depuis plus d'1 an. Novak, lui, brille, remporte le tournoi et il devient, à 36 ans, 7 mois et 9 jours, le joueur le plus âgé à finir une saison ATP en tête du classement. Alcaraz le sait, ses baisses de performance sont liées à une année très difficile et très exigeante pour son corps et son mental. Je ne vous en ai pas parlé, mais en 2023, Alcaraz, c'est 3 blessures de janvier à février, puis 3 autres blessures d'octobre à novembre. Malgré ça, il a quand même réussi à remporter un tournoi du Grand Chelem et finit 2e au classement ATP. Mais malheureusement, les blessures continuent en 2024 avec une blessure à la cheville droite en février. On doit alors attendre mars 2024, soit 8 mois après sa dernière victoire à Wimbledon face à Djoko, pour que Carlos retrouve la victoire. Il conserve son titre au Master 1000 d'Indian Wells face à Daniil Medvedev, mais encore une fois, après son retour lors du Master 1000 de Miami où il s'incline en quart de finale, il doit déclarer forfait à Monte-Carlo et Barcelone à cause de sa cheville. Il revient ensuite pour le Master 1000 de Madrid où il est de nouveau éliminé en quart de finale, puis déclare forfait pour le tournoi de Rome à cause d'une nouvelle blessure.
Cette situation n'est pas très rassurante, étant donné que Roland Garros approche. L'autre moitié de son rêve est bientôt là, et je dirais même qu'en fait, elle est déjà là. Ça y est, nous y sommes, je ne vous en ai pas parlé, mais Roland Garros n'est pas simplement le rêve des deux Espagnols que sont Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Roland Garros est le rêve de tous les Espagnols. Les Espagnols sont les maîtres de la terre battue, mais cette année n'est pas très glorieuse pour eux. Carlitos sort de blessure. Nadal, lui, ne joue plus son meilleur tennis, bien qu'il soit excellent, et cette année, le tournoi n'a jamais été aussi ouvert. Une page commence à se tourner, nos deux mousquetaires restants commencent petit à petit à laisser place à une nouvelle génération. On en a beaucoup parlé dans cette vidéo, mais Casper Ruud et Alexander Zverev, 25 et 27 ans, sont de bons candidats pour le titre. Mais s'il y a bien un joueur qui peut rivaliser avec Carlos, s'il y a bien un joueur qui est de la même acabit que notre Espagnol, c'est l'Italien Yannick Sinner. Certains ne se gênent pas pour commencer à parler d'un Big Two pour désigner ces deux joueurs, ou d'une nouvelle rivalité comparée à celle entre Djoko et Nadal ou Federer et Nadal. Nadal d'ailleurs, qui n'est plus de la partie à Roland Garros, ça y est, éliminé par Zverev qui prend sa revanche après sa défaite de 2022, mais c'est une place qu'il a détesté avoir puisqu'il vient sûrement de mettre fin au dernier Roland Garros de Rafael Nadal. De l'autre côté, c'est un Carlos solide que l'on retrouve enfin, il atteint les quarts de finale une nouvelle fois face à Stefanos Tsitsipas qui va de nouveau perdre face à l'Espagnol. Carlitos monte alors jusqu'en demi-finale pour retrouver justement Yannick Sinner, et c'est un match assez particulier qui ne reflète en rien leur précédente rencontre. Du très bon et du très mauvais de chaque côté, mais c'est quand même l'Italien qui domine. Le rêve de Carlitos s'éloigne petit à petit, plus qu'un set pour empocher la victoire, mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit à propos des Espagnols. Et je vais laisser faire Djokovic qui en a parlé lors de sa victoire face à Carlos à Cincinnati. Boy, you never give up, man. Jesus Christ. I mean, I love that about you, but you know, sometimes I wish that you maybe play a few points just like this, you know. Spanish never die. Okay, good. I've heard that before, you know, or I've experienced this before. Maybe not like this, or maybe yes. I don't know. I really don't know anymore. Les Espagnols ne meurent jamais, mais en revanche, toute personne qui soutient Alcaraz est au bord de la crise cardiaque à chacun de ses matchs. Lorsque l'on pense que c'est terminé pour lui, ce n'est en fait que le début de la fin pour son adversaire. Le match ressemble de nouveau aux rencontres que l'on a l'habitude de voir en temps normal entre ces deux joueurs. Vous commencez à avoir l'habitude de cette phrase, mais Carlos fait enfin courir son adversaire avec des lobes, des amortis, des contre-amortis, des passings magiques, des coups droits puissants. On retrouve enfin le Carlos Alcaraz que l'on connaît. Et à l'image de Novak Djokovic, l'Italien offre beaucoup de points dans des moments cruciaux, ce qui permet à l'Espagnol de revenir dans ce match à 2-7 partout. Ah, il le fait. Carlos Alcaraz s'adjuge cette quatrième manche. On va avoir un cinquième set. Avec ce jeu au filet, il remporte le premier jeu, il continue de jouer avec son adversaire, il continue de le faire courir en alternant amorti et lob, mais il continue aussi de nous sortir ce genre de coup statistiquement improbable. Oh, la main magique de Carlos Alcaraz pour s'offrir une deuxième balle de break. Sinner commence lui aussi à s'y mettre d'ailleurs, comme avec ce magnifique amorti ou encore ce revers en pleine lucarne que Carlos renvoie directement dans les filets. Ça y est, il leur aura fallu plus de 3 heures pour enfin se détendre, et cette année d'ailleurs, ce n'est pas Carlos qui sera victime de crampes, mais bien son adversaire. Pris par de nombreuses crampes à la main durant le 3e set, l'Italien avait quand même réussi à se détacher en le remportant 6-3. Je n'ai pas beaucoup parlé de lui, mais peu importe le résultat à la fin de ce Roland Garros, l'Italien deviendra le nouveau numéro 1 mondial. Je pense que vous comprenez mieux maintenant pourquoi certains parlent déjà d'un nouveau Big Two. En revanche, je pense que ce que vous comprenez aussi, c'est que c'est Carlos qui va sortir vainqueur de cette rencontre. Il a enfin réussi à atteindre une finale de Roland Garros en éliminant le nouveau numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner. Il est le plus jeune à avoir atteint 3 finales de Grand Chelem possédant des surfaces différentes, c'est-à-dire sur dur comme à l'US Open, gazon comme à Wimbledon et enfin terre battue comme ici sur ce court Philippe Chatrier. Il ne lui reste plus qu'un seul adversaire, soit un Allemand, Alexander Zverev, ou un Norvégien, Casper Ruud, demi-finaliste puis finaliste depuis déjà 2 années consécutives ici à Roland Garros. Le scénario aurait été parfait, mais malheureusement pris par de nombreux maux de ventre, c'est l'Allemand Alexander Zverev qui fait sa loi. Nous ne sommes pas au foot, mais pourtant c'est de nouveau un Allemagne-Espagne qui aura lieu en finale. Il est champion olympique à Tokyo, il est allemand, Alexander Zverev. Il est espagnol, Carlos Alcaraz. Et cette finale commence par un break de Carlos Alcaraz, mais Zverev repasse devant. Très solide depuis le début de ce tournoi, il est une menace avérée pour Carlos. Il a déjà éliminé Rafael Nadal, alors il peut très bien éliminer son héritier.
Mais ça va être très compliqué puisque l'Espagnol a véritablement retrouvé sa dextérité comme le montre ce point qui lui permet d'égaliser. Avec beaucoup d'autorité, Carlitos se rapproche petit à petit de son rêve et remporte le premier set. Et bien la première sera la bonne, Alcaraz remporte cette première manche 6-2. Et à l'entame du deuxième, on sent que l'Allemand vient de terminer son analyse. Il vient de museler Alcaraz qui ne peut plus rien faire et qui, comme face à Sinner, fait beaucoup trop d'erreurs. Sur les 15 derniers points disputés, 11 ont été remportés par Zverev. C'est la douche froide pour Carlos qui se voit être humilié 6-2. Mais elle va être tout aussi froide pour Zverev dans le troisième set puisqu'il va être finalement mené 5-3. Plus qu'un petit jeu et Carlos pourrait se donner un peu d'air dans cette finale en menant 2-7-1. Mais c'est une nouvelle fois l'ascenseur émotionnel. L'Allemand est trop solide, trop déterminé, trop puissant pour un Carlos qui revient de blessure, trop lucide pour un Carlos irrégulier. Alors l'Espagnol s'écroule en finale de Roland-Garros. L'Allemand égalise 5-5, l'Allemand passe devant même 6-5 et l'Allemand finit par remporter ce set 7-5. Carlos était en position de presseur mais il se retrouve en position d'opprimé. Zverev va y arriver. Après Nadal, c'est Carlos qui va être délogé du panthéon espagnol. ¿Cuál sería tu sueño como profesional? Ganar Roland Garros y Wimbledon. Boy, you never give up, man. Jesus Christ. Spanish never die. Okay, good. Et si finalement je vous avais caché quelque chose? Si je vous disais que les Espagnols étaient habitués à la chaleur et que l'Allemand souffrait en silence depuis tout à l'heure à cause de cette dernière? Parce que la vérité c'est que depuis le début de ce tournoi, on voit que Carlos est extrêmement puissant physiquement. Il ne montre aucun signe de faiblesse comme on peut le voir avec ce passing de coup droit envoyé dans la lucarne. Alors finalement, peut-être. Après avoir encaissé 5 jeux d'affilée, c'est maintenant lui qui en met 4 d'affilée. Il remporte le 4e set, les deux joueurs sont à égalité au bout de 3 heures et 23 minutes de jeu, mais pourtant Alcaraz n'a jamais été aussi frais. Avec ce point de folie qui revient finalement à l'Allemand, Carlos Alcaraz le met tout de même au pied du mur. Comment l'Espagnol peut-il encore faire ça au bout de 3h48 de jeu? Eh bien tout simplement parce que la réponse se trouve dans cette question. Oh, c'est un point de déglingo! Mais que faut-il faire pour se débarrasser d'Alcaraz? Ah, c'est monstrueux. Incroyable. Phénoménal. Ah oui, monsieur, prodige. Alcaraz mène 3-1. Là, il y a quand même du niveau. Avec ce passing, Zverev ne comprend plus rien, mais c'est normal, personne ne comprend. Alors si en plus de ça, l'audace et la réussite se mettent du côté d'Alcaraz, on ne peut plus souhaiter grand chose pour l'Allemand. Avec la réussite, la chance qui sourit uniquement aux audacieux, aux joueurs touchés par la grâce. Comment fait-il ça après plus de 4 heures et 10 minutes de jeu? Balle de match, jeu de service, comme à Wimbledon, coup droit extrêmement puissant comme à Wimbledon, et le plus improbable c'est que Zverev le reçoit et le renvoie exactement de la même manière que Novak Djokovic. Alors ça y est, il l'a fait, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à remporter un titre du Grand Chelem sur dur, gazon et terre battue. Lorsqu'il arrive en finale de Grand Chelem, ça n'est pas pour la perdre puisque pour l'instant c'est 3 finales et 3 victoires. Carlos vient de passer de petit garçon qui regardait Rafa gagner Roland Garros en rentrant de l'école à nouveau Rafa que les petits garçons regardent gagner Roland Garros en rentrant de l'école. Il peut enfin soulever cette coupe des mousquetaires 21 ans après son coach qui remportait ce tournoi pratiquement un mois pile après la naissance de Carlos. Grâce à cette victoire, il monte à la 2e place du classement ATP derrière Yannick Sinner mais devant Novak Djokovic, mais Carlos ne veut pas s'arrêter là. Réaliser son rêve une fois c'est bien, mais pourquoi pas continuer de le réaliser une 2e fois? Puisque chaque année après Roland Garros, c'est Wimbledon qui suit. Enfin, pas totalement, puisqu'avant ça, il y a évidemment le fameux tournoi du Queens que Carlos compte bien remporter une 2e fois. Il avance alors jusqu'en 8e de finale, mais se fera battre par un local, le Britannique Jack Draper. À l'issue de ce tournoi, c'est finalement l'Américain Tommy Paul qui remportera le titre, succédant ainsi à Carlitos. Et devinez quoi? Après pas mal de négociations de la part de Carlos pour ne pas jouer en même temps que l'équipe d'Espagne de foot qui se retrouvait en demi-finale de l'Euro contre nous, Français, le mardi 9 juillet à 21 h, eh bien Carlos se retrouve en quart de finale de Wimbledon, face justement aux gagnants du tournoi du Queens qui, on le rappelle, est souvent considéré comme un tournoi de préparation pour Wimbledon. Malheureusement pour nous, Français, mais heureusement pour Carlos, cette journée sera finalement placée sous les couleurs de l'Espagne. Alcaraz monte alors jusqu'en demi-finale et se retrouve face au Russe, Daniil Medvedev. En quart de finale, il avait éliminé le numéro mondial Yannick Sinner dans un match disputé en 5-7 et en 4 heures de jeu. Le Russe arrive donc confiant et domine Alcaraz 5-2 lors du premier set, mais ce n'est pas un grand suspense, on a l'habitude maintenant, l'Espagnol égalise. Ce set se termine par un tie-break, mais c'est Daniil Medvedev qui le remporte très largement 7-1.
Bon, en revanche, encore une fois, l'Espagnol retrouve toute sa puissance, ses coups droits sont stratosphériques et il remporte le match en enchaînant 6-3, 6-4, 6-4. Il monte alors jusqu'en finale pour la deuxième fois de suite, mais face à qui? Sinner n'est plus là, Medvedev n'est plus là, Zverev non plus, Ruud non plus. Djokovic s'était blessé à Roland Garros au genou, donc son tournoi de Wimbledon a été assez compliqué. Novak Djokovic, qui pour la 10e fois va disputer la finale de Wimbledon. Voilà, ce n'est jamais compliqué pour Novak. À 37 ans, il est le 3e joueur le plus âgé encore actif sur le circuit ATP, mais il pète le feu. L'Italien Lorenzo Musetti, l'adversaire malheureux de Novak en demi-finale, a avoué ne jamais avoir joué contre Novak comme celui-ci. Le niveau était bien trop élevé. Alors, pour la 6e fois consécutive, Djokovic atteint la finale de Wimbledon. Elle se déroulera pour la 2e fois de suite, face à Carlitos. Le Serbe peut donc prendre sa revanche, mais malheureusement pour lui, le scénario est tout autre que la première fois. Cette fois, c'est Djokovic qui semble inexistant. Il perd le premier set, 6-2. Il perd le deuxième set, 6-2. Il fait énormément d'erreurs et offre beaucoup de points à Carlitos. L'Espagnol obtient alors une balle de match dès le troisième set à 5-4. Il peut potentiellement humilier Djokovic en remportant Wimbledon 3-7-0. Mais je vous rappelle que c'est Djokovic, alors le Serbe recolle à 6 jeux partout. Tie-break donc, mais il n'y a aucun suspense. Carlos le remporte 7-4. Alors qu'il avait arraché la victoire en 4h43 en 2023, il vient de la remporter haut la main en seulement 2h27 cette année. En 2024. Djokovic n'a pas réussi à mettre Carlitos en danger à cause de sa blessure au genou et les statistiques de l'Espagnol deviennent alors de plus en plus impressionnantes. Carlos Alcaraz, c'est 15 titres ATP, 4 Grands Chelem, 100% de réussite en finale de Grand Chelem, plus jeune joueur de l'Air Open à gagner Roland Garros et Wimbledon la même année, 3e plus jeune joueur à gagner 4 Grands Chelem après Wilander et Björk. Bref, ce n'est que le début de sa très longue carrière, on l'espère pour lui. Ce n'est que le début d'un joueur qui aura réussi à s'affirmer en tant qu'héritier légitime d'un trio de légendes. Et en 3 ans, Carlos aura réussi à rassurer les Espagnols en leur montrant que la relève de Nadal est bien assurée. D'ailleurs, le départ de Nadal de Roland Garros n'est qu'un au revoir, puisqu'on pourra le retrouver cet été lors des Jeux Olympiques de Paris, en compagnie de notre pépite, Carlos Alcaraz. Leur but va être de faire briller le tennis espagnol comme ils l'ont si bien fait jusqu'à présent. Alcaraz, lui, de son côté, aura réussi à montrer en 3 ans que les véritables champions se révèlent lors des moments les plus difficiles. Il aura montré que la joie, le plaisir et la motivation peuvent se trouver dans les moments de souffrance. Il aura montré que ces échecs ne sont pas des finalités et qu'on ne peut pas être fatigué tant que ce n'est pas terminé. Il aura montré que le respect et la gentillesse ne sont pas des signes de faiblesse. Mais il aura surtout prouvé qu'il est un nouveau mousquetaire. Il a 21 ans, il est espagnol et il s'appelle Carlos Alcaraz García. ¿Cuál sería tu sueño como profesional? Ganar Roland Garros y Wimbledon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je ne suis pas un expert du tennis, alors si vous avez besoin de me corriger, n'hésitez pas. J'espère qu'à l'image d'un match de tennis, cette vidéo vous aura paru rapide et en même temps très longue. Un grand merci encore une fois à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, grâce à mon lien disponible dans la description et le commentaire épinglé de cette vidéo, vous pouvez pour seulement 2,03€ profiter d'une quarantaine de sites de streaming, en plus de pouvoir bénéficier d'une connexion beaucoup plus sécurisée pour vos données. Avec une garantie de 45 jours, je pense que vous ne prenez pas de risque. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, et bisous l'équipe. Let's watch some crazy stuff, yo.